Voilà, je vais donc prendre la route pour Monastir, enfin la route virtuelle. Hein. Alors, docteur Besbès, je ne sais pas s'il est... Allô, oui, je suis en train de vous écouter. Salut tout le monde. Et, oui. je donc, suis très ravi d'être aussi instruit par les données de l'adulte. Parce que vous savez, le mariage entre pédiatre et adulte, ça donne toujours une naissance disons, à une fertilité très importante. Donc ça nous instruit. D'accord, donc vous allez nous parler du Covid, des particularités du Covid chez l'enfant. Donc, oui, à vous la parole, si Habib. Alors, merci, Monsieur le Président. J'espère que vous voyez donc oui. la projection, oui, la présentation. Et tout d'abord, j'aime commencer par un dogme ou une affirmation qui est, oui, une affirmation qui est très intéressante. Cette affirmation, n'ayez pas peur pour l'enfant, mais ayez peur de l'enfant. Ayez peur de l'enfant. Pourquoi de lui? Pourquoi je dis ça? C'est très important par la suite pour comprendre les particularités pédiatriques. Je tiens à rappeler que les guides de l'INAS donc, vont paraître très bientôt pour les recommandations, les mises à jour pour les recommandations pour l'enfant et le nouveau-né. Bien sûr, l'enfant n'a pas révélé tous ses secrets. C'est toujours une question énigmatique. Pourquoi l'enfant n'est pas aussi atteint comme l'adulte? Et si jamais il est atteint, il faut analyser. C'est ça la question de la recherche. Pourquoi ces enfants sont atteints? Pour les particularités épidémiologiques, tout le monde sait donc que l'enfant est rarement atteint. En Tunisie, donc, ce que j'ai eu comme information de l'Observatoire national qu'on a actuellement jusqu'au 20 avril 2020, donc à peu près... Docteur Besbès, il faut partager l'écran, s'il vous plaît. D'accord. D'accord. Est-ce que... Oui, ça va, c'est bon. C'est bon, très bien. Très bien. D'accord. Alors, je passe. J'ai dit que la question de l'enfant, donc, elle n'a pas révélé tous ses secrets. Et pour cette raison, on va étudier les particularités. Je vais donner des messages courts et clairs. Donc, pour les particularités épidémiologiques en Tunisie, on partage les mêmes données que pour le reste du monde. Donc, pour le 0 à 14 ans, donc, on a uniquement un taux faible, donc inférieur à 10%. Selon des données officieuses, donc, pour répondre à 3 questions, combien d'enfants atteints et combien d'enfants hospitalisés, combien d'enfants en état grave. Donc, il y a 66 enfants selon les données donc, officieuses, donc il n'y a pas de papier là-dessus, mais il y a 66 enfants inférieurs à 18 ans, ça représente à peu près 7,3%. Et 21 enfants inférieurs à 5 ans, c'est 2,5%. Le plus jeune, c'est 4 mois. Un seul patient hospitalisé, mais qui n'est pas grave, donc je pense à Tunis, mais je n'ai pas de données sur son évolution, mais je pense que c'est favorable. Aucun cas grave noté. Si on remarque donc cette courbe très démonstrative du nombre de décès, 185 192 décès dans le monde, mais l'enfant, si on prend la tranche d'âge inférieure à 10 ans, on trouve 0,0, presque 0%, donc presque 2 zéros après la virgule, pour vous dire que le décès chez l'enfant vraiment est une exception. Pour l'épidémiologie en Chine, on trouve aussi que l'inférieur à 10 ans, c'est à peu près, ça représente 1%, et un décès a été noté, on ne sait pas malheureusement, et si j'invite nos jeunes médecins à une lecture critique des articles, parce que lorsqu'on dit un enfant décédé, il faut chercher et fouiller les antécédents, le background et le profil de cet enfant pour pouvoir répondre, parce que théoriquement, l'enfant n'est pas tout à fait atteint par le Covid, c'est-à-dire il n'occasionne pas le décès, généralement. Donc, pour la distribution, en Italie aussi, la létalité, on voit ici qu'elle est aux alentours de 0.
Aussi, donc voici 0,29 ans aussi, les sujets jeunes sont peu touchés. En Espagne, c'est presque la même constatation. En Allemagne, c'est kiff-kiff. D'ailleurs, ils ont présenté le décès à partir de l'âge de 60 ans. Aux USA, c'est presque kiff-kiff. Donc, en Amérique du Sud, c'est 0%. C'est probablement ces constatations par rapport à la létalité sont dues à des particularités pathogéniques. On sait qu'il y a des récepteurs AC2, ce sont les récepteurs incriminés dans la physiopathologie du Covid-19. Ces récepteurs, d'une façon très schématique et simplifiée, laissent entrer le Covid dans la cellule. C'est, disons, la porte d'entrée du Covid. C'est l'angiotensin converting enzyme. Ce récepteur est présent dans les poumons des enfants, mais qui est immature et en quantité. C'est-à-dire qualitativement et quantitativement, c'est beaucoup moins que l'adulte. Et aussi, on incrimine aussi le rôle de l'immunité adaptative. C'est-à-dire, on sait que le nourrisson, jusqu'à l'âge de 1 an, il est soumis à des stimulations immunitaires diverses, entre autres la vaccination, les infections et tout ça. Donc, il est plus stimulé de point de vue immunologique. Il y a aussi une troisième hypothèse avancée, mais qui paraît peu probable, c'est le système humain inné immature. Je pense que c'est une hypothèse très faible, puisque l'enfant attrape des infections. On sait qu'avec l'H1N1 ou d'autres virus, le VRS, il peut attraper des infections sévères. Il y a un schéma, donc je l'ai eu d'un article, donc qui montre bien que l'ACE, plus on a de récepteurs ACE, plus le Covid est sévère. Plus on a moins, plus le Covid aurait des manifestations modérées et moins sévères. Une question ou disons un titre qui m'a frappé publié par un collègue médecin, coronavirus est semblable au VRS du sujet âgé. Je pense qu'en lisant un article sur ça, donc il y a un article publié que le VRS, l'ACE, chez les enfants, au contraire, contrairement au Covid, il donne des formes très graves, c'est-à-dire la faible teneur en quantitative et qualitative en ACE, donne des formes sévères de VRS. Je passe aux particularités liées à la vaccination. Comme l'a bien avancé tout à l'heure professeur Louzir sur le BCG, donc voici un schéma sur ma gauche, c'est la vaccination, la couverture vaccinale dans le monde, c'est-à-dire les politiques de vaccination obligatoires qui obligent la vaccination BCG. Et on voit les USA, l'Italie, les Europes qui n'ont pas de politique stricte, c'est-à-dire ils n'obligent pas à la vaccination. Et à ma droite, ici, c'est le décès, le nombre de décès par pays. Donc on voit, c'est à partir de cette observation, un ingénieux, peut-être je dirais, chercheur qui a dit, donc probablement il y a une corrélation entre le BCG et la protection contre le Covid. Ici, je pose deux questions, puisque l'Iran, déjà, oblige, c'est-à-dire dans leur calendrier vaccinal, c'est obligatoire de faire le BCG, et aussi le Canada, on n'a pas observé beaucoup de décès. On a observé en Iran beaucoup de décès, et en Canada, pas beaucoup de décès, bien qu'ils ne vaccinent pas contre le BCG. Donc c'est un chercheur turc donc, qui a pu mettre en évidence ceci. Juste pour vous dire que le BCG, c'est le Trained Immunity qui m'a donc professeur Louzir, mais ça reste à prouver, ce sont des constatations, mais ça n'a rien à voir vraiment avec l'enfant, puisque les enfants non vaccinés par le BCG ne sont pas aussi touchés dans le reste du monde. Pour les particularités liées au mode de transmission, je trouve ça très intéressant. Donc, dans une étude publiée la semaine dernière islandaise, donc dans cette étude islandaise, donc, on a fait deux types de tests, un test ciblé, c'est-à-dire en présence d'exposition, et un test non ciblé en absence d'exposition. Et nous avons constaté que dans les tests randomisés, c'est-à-dire non ciblés, 0 enfant avait des tests positifs, contrairement à l'adulte. Il y a aussi l'épidémiologie de transmission pour plusieurs cas. Donc, le contact, c'est pour vous dire
qu'il n'y a pas d'enfant atteint sans avoir un parent atteint. Il faut retenir cette constatation et ce dogme. Pourquoi? C'est par la suite pour la prise en charge. Toutefois, il faut bien analyser les articles parce qu'on sait qu'à l'étranger et en Europe, généralement à partir de l'âge de 16 ans, les enfants, parce que la définition de l'enfant est 0-18 ans, à partir de l'âge de 16 ans, les enfants vivent comme des adultes. Donc pour vous dire, ce n'est pas vraiment l'enfant en termes absolus, mais je dirais inférieur à 10 ans. Pour une chose aussi très intéressante, c'est la transmission gastro-intestinale du SARS-CoV. Donc ça a été établi qu'on a trouvé de l'ARN du Covid dans les selles des adultes et des enfants. Toutefois, chez les enfants, et celle-ci est une particularité qui pourrait expliquer la transmission de l'enfant asymptomatique, on a trouvé sur ces courbes, on voit bien que la transmission elle est plus importante et plus longue pour l'enfant. Donc elle arrive presque jusqu'à 1 mois. Voici à ma droite, on voit que la négativation de l'ARN au niveau des sécrétions nasopharyngées, mais par contre au niveau des selles, donc ça reste positif. On sait donc que généralement les parents, la transmission orofécale pourrait avoir aussi un rôle dans la transmission de l'enfant à l'adulte. Je passe rapidement. Donc à cause de ce risque de transmission, donc c'est toujours un risque théorique qui n'est pas totalement élucidé et prouvé, on a recommandé, et l'OMS entre autres a recommandé l'éviction de l'école. Par analogie à l'épidémie H1N1, parce qu'on sait l'éviction scolaire pour l'H1N1 permet donc un certain bénéfice pour la transmission. Toutefois, dans une revue systématique de la littérature, donc rapide, on met en question cette éviction scolaire parce que récemment, donc un article qui est paru, qui est un article récent, remet en question l'importance de la transmission de l'enfant à l'adulte en disant que la réplication virale chez l'enfant n'est pas aussi importante, donc le risque de transmission n'est pas aussi important, et en montrant une étude publiée donc, dans Journal Infectious Disease qui parle qu'un enfant a contacté 170 adultes et aucun adulte n'a eu un résultat Covid positif. Pour les particularités du pré-triage, donc ici je vais donc parler du pré-triage et son importance. Généralement, un enfant, lorsqu'il arrive au pré-triage, il est accompagné. Pour cette raison, donc, celui qui va faire le pré-triage, c'est-à-dire l'interne ou l'infirmier, va être confronté à 2 personnes. Il faut tenir compte de ça. Il y a deux personnes, donc il y a un adulte et un enfant. Pour nous, à Monastir, donc, nous avons essayé d'adapter le score de pré-triage adulte et nous l'avons utilisé et nous nous concentrons sur le comptage Covid, c'est-à-dire le contact étroit avec un adulte ayant un Covid positif qui va avoir donc le maximum du score. Et aussi, on va se focaliser et mettre le focus sur l'exposition surtout. Et après le pré-triage, on va orienter l'enfant vers les urgences, le circuit normal ou vers le circuit Covid. Et même au sein du circuit Covid, on va augmenter et optimiser les filtres. Le résident de pédiatrie, le spécialiste qui va donner son avis et même il peut le renvoyer vers le circuit normal ou dire que c'est un suspect, parce que c'est un score de suspicion. Mais attention, il faut bien analyser les antécédents et les expositions, donc dans le pré-triage et dans la partie du Covid suspect et reprendre même l'interrogatoire. Il ne faut pas hésiter à reprendre l'interrogatoire sur l'exposition. On sait que l'enfant donc a des formes polysymptomatiques ou asymptomatiques. Pour les critères d'hospitalisation, pour le Covid-19, vraiment, il n'y a pas de critères particuliers. Ce sont les critères habituels pédiatriques en résonance sur l'évaluation minutieuse de l'état clinique, respiratoire, hémodynamique et neurologique. Et il faut distinguer entre critères d'hospitalisation et critères de test, parce qu'ils diffèrent. Par exemple, lorsqu'on est confronté à un terrain une comorbidité ou un terrain particulier, on peut indiquer le test même s'il n'y a pas d'indication à l'hospitalisation. C'est très important.
Les particularités cliniques, et je vais passer rapidement, donc dans les revues systématiques de la littérature et dans plusieurs articles, la différence avec l'adulte, surtout avec les signes digestifs. Mais pour le reste, on n'a pas noté, par exemple, chez l'enfant, une anosmie ou une agueusie. Ça n'a pas été publié ou rapporté. La fréquence des formes digestives, c'est ce qui est observé. Par contre, chez l'adulte, on peut voir les céphalées, les myalgies, le syndrome grippal habituel. Pour tout ce qui est donc ici, pour le screening, donc dans cette étude espagnole, l'admission en réa, donc en réa, c'est pour vous dire sur plus que 300 cas, donc nous avons 4 enfants admis en réa, tous avaient une évolution favorable, un seul patient était intubé. En France, le nombre de cas admis en réanimation pédiatrique, 0-14 ans, aussi, il est très faible. C'est pour vous dire que les formes sévères sont très exceptionnelles chez l'enfant. Aux USA aussi, les formes sévères, on observe inférieures à 1 an et entre 10-14 ans, sont admis en USI. On a recensé à peu près 3 décès, mais tous ces 3 ont eu une comorbidité associée à un terrain sous-jacent. Aussi, dans les pays scandinaves, le Suède, l'exemple, on n'a pas d'admission d'enfants en réanimation. Pour cette étude, donc, sur 171 enfants de 0 à 15 ans avec une infection confirmée, l'enfant était asymptomatique, 15%, mais quand même, ils ont hospitalisé parce que les Chinois ont hospitalisé tous les Covid positifs initialement. Et par la suite, les publications après mars, il y avait une amélioration, même ils ont traité tout le monde. Ici, l'oxygène, la saturation en oxygène dans cette étude pour les 160 était inférieure à 92 pour les enfants hospitalisés, chez 4 patients, 4 enfants uniquement. Les anomalies à la TDM thoracique, donc je vais en parler par la suite. Pour l'évolution, les 3 patients qui ont été admis aux soins intensifs avaient tous une comorbidité, donc une atteinte rénale, une leucémie sous chimiothérapie, et quelqu'un avait une invagination intestinale aiguë. Par la suite, il est décédé. Pour la fameuse étude de Dong, donc, qui a inclus 2143 cas, c'est pour il a classé, donc il a utilisé une classification pédiatrique asymptomatique, léger, modéré, sévère et critique. Pour les enfants, les sévères et cliniques, ça a été, donc c'est une proportion faible, toujours une proportion faible, mais il a recensé un seul décès, c'est un patient âgé de 14 ans. Le cause, pas d'information ici, il faut faire une lecture critique de cet article, donc non, pas d'information sur ce décès, donc on n'a pas le profil clinique. À partir de cette publication, certains ont publié que les nourrissons inférieur à 1 an, représentent un facteur de risque de Covid+, mais ça n'a jamais été démontré parce que pour la raison suivante, parce que le coronavirus chez les nourrissons, selon une étude publiée en 2015, ça représente, il y a des co-infections virales associées, comme le VRS ou autres virus. Donc il faut chercher, avant de dire que c'est le Covid-19, même avec un test positif, il faudrait rechercher les autres virus. Donc pour les particularités paracliniques, en réalité, il n'y a pas vraiment la comparaison avec l'adulte est toujours biaisée, mais nous n'avons pas remarqué aussi de lymphopénie ou de coagulopathie comme chez l'adulte. C'est-à-dire il n'y a pas vraiment de particularité. Pour la différence, pour tout ce qui est imagerie, donc voici à ma gauche donc une image d'adulte typique, scanographique, TDM typique, Covid-19, et à ma droite, donc, des images scanographiques pour l'enfant, et on voit que l'aspect n'est pas tout à fait typique. On ne voit pas les nodules périphériques comme chez l'adulte. Particularité thérapeutique, donc il faut signaler, il faut déclarer qu'il n'y a pas de traitement spécifique. Toujours en pédiatrie, on a un problème avec l'AMN. Il n'y a pas de recommandation pédiatrique donc admise par tout le monde et peu d'essais cliniques chez l'enfant. Et je pense ici, et c'est un problème parce qu'on va suivre automatiquement les adultes.
Donc, voici quelques traitements recommandés. L'oxygène, donc l'inhalation, c'est presque... Il n'y a pas vraiment de recommandations, mais on peut utiliser les traitements utilisés de l'adulte dans les formes sévères. Pour les recommandations, la Société canadienne de pédiatrie a recommandé pour le traitement de la fièvre, et même dans les recommandations récentes, d'utiliser le paracétamol et même l'ibuprofène. Pour nous, et pour certains, par souci d'effets secondaires de l'ibuprofène, on doit l'éviter. C'est juste pour vous dire, l'OMS a publié, je pense qu'il y a un mois, elle a publié des recommandations pour éviter les ANS. Le lendemain, elle s'est rattrapée, elle a dit il n'y a pas d'évidence based, donc je vais revenir sur cette recommandation. Donc aussi, donc les recommandations même ici, c'est presque kiff-kiff, c'est les antiviraux, comme chez l'adulte, concernés n'ont pas d'AMM, parmi lesquels on peut utiliser l'opinavir, ritonavir, surtout réservé pour les formes sévères. Lecture critique des articles, ici on parle de cas sévères de Covid chez l'enfant, et dans le tableau, lorsqu'on analyse le tableau des patients, on trouve que patients 5 et 6 n'ont pas eu d'oxygène. Mais pour vous dire qu'il faut bien analyser le background des patients avant de se lancer et dire qu'il y a des formes sévères chez l'enfant. Autre souci, c'est de séparer, lorsqu'on décide l'hospitalisation de l'enfant, séparer l'enfant de ses parents. Donc c'est une question qui pose un problème. Comment va-t-on le séparer? Même si on indique un retour à domicile, comment on va assurer l'isolement, le confinement? L'éducation des parents aussi dans la prise en charge tient beaucoup, puisqu'on va éduquer des parents. On va prendre notre temps, il faut les éduquer sur les moyens, bien sûr, si on suppose que les parents sont indemnes. Pour les particularités du nouveau-né, je termine presque par ça. Donc les particularités du nouveau-né, donc conjointement à ma présentation, il y a professeur Douaji qui parle actuellement sur les particularités du nouveau-né. Mais il faut savoir que jusqu'à maintenant, on n'a pas pu démontrer qu'il y a une transmission verticale. Même il y a 2 cas, je pense, 3 cas rapportés de Covid plus chez le nouveau-né, mais vraiment, il n'y a pas de résultats vraiment convaincants ou affirmatifs. Les particularités mentales, le dernier point, donc il faut savoir que l'enfant peut avoir des effets secondaires psychologiques, et surtout l'enfant en âge scolaire, soit qu'il est atteint ou n'est pas atteint, donc certainement on va avoir un retentissement. Malheureusement, il sera sous-estimé pour cette raison. Donc, les chercheurs doivent voir en post-pandémie donc le retentissement de cette pandémie chez l'enfant. Donc, pour conclure, les particularités de l'enfant, c'est surtout épidémiologique. Peu d'enfants atteints, mortalité de loin inférieure à l'adulte. Les pathogéniques, c'est l'ACE2, donc les récepteurs ACE2 qui pourront expliquer en partie la pathogénie de l'enfant. La transmission des enfants asymptomatiques, et surtout il y a le mode de transmission oro-fécale avec une clairance de l'ARN qui se prolonge. Clinique, les formes peu sévères, pas d'hospitalisation en USI, pas de signes spécifiques. Paraclinique, pas beaucoup de lymphopénie. TDM, pas d'anomalie spécifique comme l'adulte. Et pour cette raison, on ne peut pas indiquer la TDM en pédiatrie pour confirmer un cas de Covid. Santé mentale, le retentissement sous-estimé. Et aussi, il y a le nouveau-né. En conclusion, particularité épidémiologique, pathogénique et clinique, pas de recommandations, rien n'est certain, rien n'est prouvé, beaucoup de questions, peu de réponses. Faites attention, on dit souvent que le Covid, n'ayez pas peur pour l'enfant, mais ayez peur de lui. Et merci pour votre attention. Voilà. Merci, docteur Besbes, pour cette intervention sur le Covid et l'enfant. J'ai une question culte. Alors, une question qui a été posée par Fatma Zitouni. La transmission mère-enfant a-t-elle été décrite pour le Covid-19? Docteur Besbes? Pardon? La transmission mère-enfant a-t-elle été décrite pour le Covid-19? Oui, effectivement. Jusqu'à maintenant, on se pose une question sur la transmission verticale. J'ai parlé de cette particularité, mais on n'a pas pu la prouver. D'accord? Mais puisqu'on ne sait pas, on est en train de découvrir ce virus,
il faut supposer toujours qu'il y a cette transmission. D'accord? Non, mais pour l'instant, on n'a pas pu affirmer. Il y a un cas qui est rapporté récemment donc, de Covid plus chez un nouveau-né, mais il reste toujours des détails sur le prélèvement, comment on a fait le prélèvement et tout ça. Donc, on attend les publications. Mais jusqu'à l'heure actuelle, tous les nouveau-nés qui ont été testés ont eu des tests négatifs. J'ai une petite remarque m'est arrivée par SMS. On m'a dit de vous dire qu'il ne faut pas culpabiliser l'enfant. Vous avez dit qu'il faut avoir peur de lui, pas pour lui. Et donc, bien là, sûr, donc, et parce que, bon, c'est arrivé, je vous assure, c'est une question qui est arrivée de Paris. Ils m'ont dit qu'ils ont observé des cas d'angoisse, de panique en rapport avec cette culpabilité. Je crois le message peut-être qu'il doit être un peu relativisé. Effectivement. Parce que surtout pour les maîtres d'école, oui, comme m'a fait remarquer ma collègue, ce n'est pas un message très positif. D'accord. D'accord, je vais vous dire. Donc, c'est une figure de style, c'est juste pour ne pas exagérer. On sait que chez l'adulte, il y a la coronaphobie, ce qu'on appelle la coronaphobie, la peur de tout patient qui veut. Non, chez l'enfant, on est en train d'assister à une négligence vis-à-vis de l'enfant. C'est-à-dire, dès que l'enfant arrive en pré-triage, aller aux urgences pédiatriques. Donc, il faut craindre l'enfant du fait qu'il est asymptomatique. Bien sûr, j'utilise une figure de style pour un message pédagogique, mais ce n'est pas vraiment la phobie et l'exagération pour vous dire, mais pour ne pas banaliser l'enfant, même s'il n'y a pas de forme grave, même s'il n'y a pas de patients hospitalisés, beaucoup de décès chez l'enfant, il ne faut pas prendre l'enfant à la légère, c'est-à-dire ne pas utiliser les moyens de protection habituels, l'EPI, et négliger les EPI. C'est ça le message. D'accord. C'est pas bien sûr. D'accord. Merci, docteur Besbès, pour cette belle conférence et qui nous démarque de l'adulte. Et tout de suite, je vais rentrer en contact avec professeur Mahdaoui, président du Bureau national des collèges des spécialités, qui va nous saluer avant la conclusion de ce plateau, de ce webinaire. Merci, chers maîtres et amis. Donc, mes remerciements à tous les intervenants pour la qualité scientifique vraiment de très haut niveau. Mes remerciements aux résidents. Et encore une fois, mes remerciements au laboratoire au Palia Rocodetti. Et au prochain, je vous laisse pour le prochain webinaire, le 30 avril 2020. وإن رمضان مبروك وتصبح على خير. صباح الخير professeur Mahdaoui, Ramadak Mabrouk, Ramadan Mabrouk à tous les résidents, nos jeunes collègues qui jouent en première division, hein, parce que l'apprentissage est partagé, nous apprenons en même temps qu'eux, et je leur souhaite donc un bon Ramadan, bonne santé, fassent attention aux précautions standards et ils doivent bien se protéger. Je remercie mes collègues, professeur Fergeni, professeur Rbe'i, Inch'Allah, oui, c'est de bon augure, et professeur Guider pour m'avoir accompagné jusqu'à la fin. Et je remercie vivement toute l'équipe technique du studio là où nous sommes, et à leur tête, c'est Arslan El-Taïf qui nous a bien reçus et donc qui a assuré cette belle transmission. Merci beaucoup, à bientôt.